Bonjour à tous. Une nouvelle justice pour un État moderne, c'est le credo de l'État béninois qui entend non seulement se doter d'un nouveau code pénal, mais aussi modifier le statut de la magistrature. Si le projet est bien accueilli au sein de l'opinion nationale, certaines nouvelles dispositions ne font pas forcément l'unanimité. C'est le cas, par exemple, de la dépénalisation de l'adultère qui fait débat et qui ne laisse pas indifférent. Si la proposition est partie de la volonté de l'État de se conformer à une décision de la Cour constitutionnelle qui déclare les articles 336 à 339 du Code pénal en vigueur contraires à la Constitution, on se demande bien si la dépénalisation d'une telle infraction est la meilleure option, surtout dans un pays où les valeurs culturelles voient la chose d'un mauvais œil. Par ailleurs, c'est la proposition faite par certains députés d'introduire le mandat de perquisition dans le nouveau code pénal qui alimente les commentaires. Une proposition qui, on peut le dire, tombe à pic, surtout après le dernier feuilleton qui a conduit à la révocation du maire de la ville de Cotonou. Ces nouvelles propositions seront donc abordées dans cette émission et pour le faire, j'ai le plaisir d'accueillir un homme de droit, Maître Alain Oronla, avocat au barreau de Cotonou. Bonjour maître et merci d'être avec nous. Bonjour Emmanuel. J'accueille également un professionnel des médias, Alphonse Moïse Soudé, journaliste à la rédaction de Radio Soleil FM au Bénin. Bonjour Moïse et merci d'avoir honoré l'invitation. Bonjour chers confrères, bonjour maître. Bonjour. Alors, le projet de loi portant modification du code pénal qui sera bientôt sur la table des députés propose une dépénalisation de l'adultère, une façon de se conformer, je le disais tantôt, à la décision DCC 09-081 du 30 juillet 2009 de la Cour constitutionnelle. Décision qui déclare les articles 336 à 339 du Code pénal en vigueur contraires à la Constitution. Selon la haute juridiction, ces dispositions qui incriminent l'adultère dans le droit positif béninois sont contraires au principe d'égalité. En effet, selon ces dispositions, l'adultère de la femme peut être constaté à tous les endroits, pendant que celui du mari n'est un délit que dans le cas où il a entretenu une concubine dans la maison conjugale. Maître Alain Oronla, pour régler ce problème d'inégalité lié au sexe, la dépénalisation de l'adultère est-elle la meilleure option? La dépénalisation n'est pas une réponse à l'infraction constatée par la Cour constitutionnelle, qui n'a fait qu'œuvre de droit, puisque l'adultère dans le Code pénal actuellement en vigueur du Bénin, qui date d'une ordonnance coloniale, ou tout au plus post-indépendance, existait donc avant la Constitution de 1990 qui a posé le principe de l'égalité des sexes et donc des dispositions qui créent une discrimination entre l'homme et la femme, n'est-ce pas, dans les conditions d'établissement et de répression de l'infraction. C'est tout à fait normal que la Cour constitutionnelle constate que ces dispositions sont contraires à la Constitution. La réponse à la jurisprudence tout à fait légitime de la Cour constitutionnelle, c'est tout simplement de supprimer cette disparité. C'est-à-dire que l'adultère de l'homme et de la femme doivent être constatés de la même manière. On n'a plus besoin à tous les endroits, ou nulle part, ou seulement au domicile conjugal. Et les sanctions doivent être également les mêmes. Parce que les sanctions n'étaient pas les mêmes sous l'Empire donc de l'ancienne pratique. Donc la réponse à cette jurisprudence, elle est simple, elle est élémentaire. Elle ne conduit pas nécessairement à la dépénalisation qui est, ce que je comprends tout à fait, une modernisation, n'est-ce pas, de la vie conjugale et l'exclusion du champ pénal de ces faits de société qui étaient des infractions et qui le sont de moins en moins, comme par exemple la dépénalisation des délits de presse. Vous voyez, c'est l'évolution normale du droit. Et là-dessus, si vous permettez, à moins que nous revenions sur le débat, il faut observer que notre code pénal est une émanation directe du code français. C'est l'administration coloniale qui nous avait imposé cela.
et que aussi bien ce délit que les discriminations déplorées aujourd'hui existaient dans le droit français jusqu'en 1975, me semble-t-il, où l'adultère a été totalement banni du champ pénal, et même aujourd'hui des conditions dites dirimantes de divorce, c'est-à-dire que quand il y a adultère constaté, le divorce pour faute est prononcé sans qu'on ait besoin de plaider ou d'argumenter, et qu'aujourd'hui c'est banalisé, c'est sorti de là, même la notion de faute dans le couple a disparu. Donc je crois que la dépénalisation proposée est une continuité de cette modernisation du couple. Hein, si des envies d'adultère existent, ça veut dire que le couple ne tient plus. Et on ne va pas contraindre les uns et les autres dans un lien conjugal que de fait, ils ont décidé de rompre. Alors, Moïse, Alphonse Soudé, cette proposition d'aller vers une dépénalisation de l'adultère, quelle appréciation vous en faites? Vous savez, le Bénin a décidé de se mettre au diapason de l'évolution du monde parce que déjà, avec la décision de la Cour constitutionnelle, on sent que cette disparité-là, il faut régler ça. Si on devrait sanctionner l'adultère, il faut que les conditions de répression soient identiques. Il n'y a pas à faire faveur pour la femme ou bien pour l'homme. Et je dis, c'est dans l'ordre normal des choses. Il va falloir que nous devenions une société moderne parce que on ne choisit pas de commettre l'adultère de façon innocente. Forcément, il y a des conditions. Et il faut tenir compte des réalités sociologiques. Aujourd'hui, quand dans votre couple, vous ne pouvez pas, vous ne vous entendez plus, et que pour l'intérêt des enfants, vous refusez d'aller au divorce, on donne la possibilité à l'homme d'avoir un foyer dehors. Donc je dis, le monde évolue, le monde a évolué. Et moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si, peut-être le maître pourra me dire le contraire, je ne sais pas si une fois déjà au Bénin, on a déjà sanctionné quelqu'un pour l'adultère, je ne sais pas. Moi, je dis que c'est normal qu'on modernise notre droit et que désormais, les femmes comme les hommes soient libres. C'est-à-dire que quand vous posez un acte, il faut que l'acte soit posé en toute responsabilité. Et quand vous posez l'acte en toute responsabilité, il faut être prêt à en assumer les conséquences. Si votre femme vous surprend à commettre l'adultère, elle va comprendre que désormais, comme l'a dit le maître, le lien sacré du mariage est rompu et chacun prend sa route. Alors, maître Roula, Moïse a souligné la chose. Il se demande bien si c'est quand même une peine déjà appliquée par rapport à l'adultère. Une peine a été déjà appliquée dans ce pays face à l'adultère. Quelque part, est-ce que ce n'est pas une façon de ressusciter des dispositions qui étaient déjà tombées en désuétude? Non, il n'y a pas eu de désuétude. Je crois que la jurisprudence n'est pas abondante sur le sujet, mais ça arrive très fréquemment. Après, c'est la volonté ou non des victimes de porter l'affaire devant les tribunaux. Vous voyez, quand quelqu'un veut préserver son couple, il ne va pas nécessairement aller faire un constat d'adultère. Bon, bref, c'est vrai que les tribunaux ne sont plus amenés à se prononcer fréquemment sur cette disposition. Mais s'ils sont saisis, ils se prononceront en fonction de cette loi. Et quand on parle de modernisation, c'est une façon de parler, si vous permettez. C'est un relâchement des mœurs. Parce que l'idée de conserver, par exemple, une sanction pénale contre l'adultère n'est pas fondée uniquement sur la préservation du couple. Il y a un équilibre. Par exemple, il y a la filiation. Je veux dire, en droit, la maternité fait l'enfant. La paternité est présumée. Donc, il faut un dispositif, par exemple, pour éviter que la femme, la mère, n'attribue à son mari un enfant issu de ses œuvres et de son commerce avec autrui. Je crois que c'est ces idées qui ont prévalu à une répression préventive, parce qu'on dit la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Le fait de savoir que, surpris ou surprise en flagrant délit d'adultère, la femme risque une peine un peu plus conséquente, pourrait dissuader de multiplier les paternités douteuses, voyez-vous. Donc, et ça, il n'y a pas de modernisation à imposer ou à souffrir sur ce sujet qui est quand même plus fondamental que l'amour ou le désamour. Donc, les conservateurs dont je partage l'opinion, n'ont pas tort de vouloir qu'on maintienne, par exemple, cet arsenal. Alors, la modernisation que nous héritons de la France, ben, c'est ce qu'on appelle le relâchement des mœurs. Parce qu'aujourd'hui, le mariage
la paternité et la maternité sont vidées de leur contenu biologique. Il y a l'adoption, il y a la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire don de sperme, don d'ovocytes, etc. Il y a l'homosexualité, le mariage entre homosexuels. Bref, tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour le conservatisme dans le couple et dans la famille. Nous n'en sommes pas encore là et Dieu nous en préserve. Donc, je crois qu'il faut un débat vraiment mesuré sur cette nécessité de copiage, de dépénaliser l'adultère et sur le besoin que nous avons de surveiller la filiation, de surveiller l'hérédité, surtout que nous sommes invités à limiter le nombre de naissances dans nos familles africaines. Alors, je dirais, allez-y. Il est difficile à un homme de se bomber le torse et de se réclamer être le père d'un enfant. Seule la femme est habilitée à vous dire vous êtes le père de votre enfant, parce que vous pouvez être dans un couple apparemment sérieux et que votre femme copieusement va vous tromper. Je crois que ce qui se passe, c'est quoi? Aujourd'hui, nous allons voir bientôt les religieux. Les religieux vont monter au créneau pour dénoncer certainement cette dépénalisation, parce qu'il est dit dans la Bible, tu ne commettras point d'adultère. Donc, vouloir se mettre au diapason de la modernisation de la société, ça pose un problème. Et les défenseurs des droits de l'homme vous diront, désormais, c'est la promotion des droits de l'homme. Il ne faut pas obliger quelqu'un à vivre dans un couple quand il n'aime pas sa femme et qu'il est obligé de rester là, parce qu'il faut reconnaître que dans l'imagerie populaire, c'est difficile au Bénin qu'on parle de divorce, c'est difficile qu'on parle de séparation de corps. On se dit, quelles que soient les difficultés, pour l'intérêt des enfants, pour l'éducation des enfants, restons ensemble, alors qu'on sait très bien que ça ne va pas. Je crois que cette dépénalisation permettra à chacun de prendre ses responsabilités. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Alors, Maître Alain Oromla, nous sommes en Afrique. Et l'Afrique, c'est la terre des traditions. Est-ce qu'on peut aborder la question de dépénalisation de l'adultère sans se référer aux valeurs culturelles et aux principes sociologiques du pays qui veut l'adopter? Et bien entendu, en d'autres termes, je reprends ma question d'une autre façon, est-ce qu'on peut faire une bonne loi sans se référer à la coutume? Non, la loi s'inspire aussi de la coutume. La loi a beaucoup de sources d'inspiration, inspiration divine, les lois naturelles, la coutume, la pratique, etc. Et donc, la loi se doit de tenir compte de cela. Et si on doit tenir compte de ça, il faut savoir que ce que nous sommes en train de dire, même si la loi est absolue et générale, la loi au Bénin n'a vocation à s'appliquer qu'à ceux qui sont instruits et qui comprennent s'il y a adultère ou pas. Parce que si vous rentrez dans nos campagnes, ils ne sont pas dans ces préoccupations. Ils sont surpris. D'abord, il n'y a pas de mariage forcément formel, hein, c'est traditionnel. Et là, la tradition aussi a ses gardiens. Je veux dire, dans bon nombre de familles ici, les rites sont observés. La femme, c'est surtout en direction de la femme que c'est pratiqué, qui se hasarde à commettre l'adultère, s'expose. Voilà, s'expose aux foudres de la nature. Donc, les choses vont demeurer en l'état. Maintenant, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un débat intellectuel. Pour nous autres qui nous amusons de la chose, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un débat intellectuel. Moi, je crois que la dépénalisation n'est pas une obligation. De la même manière que le maintien du lien conjugal n'est pas une obligation. Il suffit d'assouplir les conditions de rupture du lien matrimonial ou de travailler sur la sociologie de notre pays pour que l'on comprenne que les gens ne peuvent pas être contraints à rester en couple pour que la question ne se pose plus. Ce qui veut dire que si l'un ou l'autre des conjoints, et en particulier la femme, puisque c'est le maillon un peu victime de cette discrimination, a envie de convoler avec quelqu'un d'autre ou a envie d'être libre, ne contracte pas mariage ou puisse s'en affranchir quand elle le souhaite et quand les conditions sont remplies. Donc, le maintien, par exemple, de la pénalisation, qui est quand même un instrument de dissuasion qui permet la cohésion familiale et le respect de la filiation biologique à laquelle quelqu'un comme moi est très attaché, ça ne pose aucun problème dès lors que les conditions
de rupture du lien matrimonial sont assouplis et que la société comprenne que, bon, on n'est pas obligé de rester avec le même homme ou avec la même femme toute sa vie. Je dirais, ce n'est pas en faisant un discours de promotion du genre, le fait d'opiner fondamentalement sur ces questions ne veut pas forcément dire qu'on n'aime pas les femmes. Écoutez, moi, mon père peut aller où il veut. C'est mon papa, Joe, mais ma maman, il ne faut pas qu'elle soit une putain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est très sensible à la chose et je crois que tout homme objectif doit accompagner tout ce qui permet que la femme reste vertueuse, plus que l'homme d'ailleurs. Voilà. Alors, Moïse Soudé, donc, estime qu'une dépénalisation de l'adultère pourrait poser des balises à la déstructuration de la société béninoise et de ses valeurs, puis ouvrir les vannes, si je peux me permettre l'expression, d'une démocratie sexuelle. Est-ce que vous en faites la même lecture? Vous savez, ce que nous disons, c'est valable pour les cités. C'est dans les grandes villes. Mais quand vous allez au village, ça ne se pose pas comme ça. Le mari, il ne craint pas l'adultère de sa femme. Parce qu'il sait que sa femme est déjà minée. Il sait que sa femme est minée. Si elle va dehors, comme dit Anne Griff, elle met le pied dans la brousse, on le saura. Mais dans les sociétés modernes, moi, je ne crois pas que c'est une démocratisation du sexe. Non. Le maître l'a démontré tout à l'heure. Il vaut mieux, si vous êtes avec une femme, ou bien avec un homme, et qu'il y a incompatibilité d'humeur, que vous ne pouvez pas vous entendre, pourquoi va-t-on vous obliger à rester ensemble? Forcément, l'adultère, j'ai lu ce matin qu'il y a quelque part ce qu'on appelle l'adultère sans consommation. Quand on dit l'adultère, c'est pas que c'est forcément physique. Donc, ce n'est pas une démocratisation. Il y a forcément les pratiques sociales qui vont encadrer la chose. Et il y a des conservateurs. Et ça va faire débat. Même à l'Assemblée nationale, il y a des conservateurs. Il y a des gens qui trouvent que, je n'ose pas les appeler des phallocrates, des gens qui trouvent qu'il faut mettre la femme toujours dans une position inférieure. Moi, je dis souvent, en déplaisant à certaines personnes, pourquoi on peut permettre à l'homme d'aller dehors et ne pas permettre à la femme d'aller dehors? Est-ce que le fait que l'esprit gendarme de la loi va disparaître, l'esprit gendarme de cette loi va disparaître, ne va pas ouvrir la porte à toutes sortes non, ce n'est pas évident. Moi, je crois même qu'en dépénalisant l'adultère, les gens seront plus responsables. Désormais, on saura que, écoute, si tu commets, la loi ne te protège plus, donc les gens seront très prudents. Parce que, vous savez, si tu es sous le toit d'un homme et tu vas commettre l'adultère, que tu tombes enceinte et que tu reviens dire à ton mari, la grossesse t'appartient, ça va poser problème. Et très peu de Béninois sont enclins à aller vers le test de paternité. Donc, je crois que ça va plus rendre les gens responsables. Ce n'est pas question... Il ne faut pas avoir peur de dire que maintenant, si on dépénalise, on va pratiquer le sexe à vol. Non, les gens deviennent plus responsables. Mais c'est pour permettre à la femme qui, par exemple, vous êtes dans un ménage et depuis 4 ans, votre mari n'est pas capable de vous faire l'amour. Parce qu'il est devenu impuissant. Il ne bande plus. Vous allez dire à cette femme-là, pour raison d'amour, de rester là, alors qu'elle est dans l'envie. Mais l'envie est... Non, mais ça, ce n'est pas l'infidélité. Là, il faut divorcer. Nous ne sommes pas dans ce cas actuellement. Vous pensez qu'en Afrique, au Bénin particulièrement, tu as ton homme qui n'est plus puissant, qui ne peut pas te faire l'amour. Tu peux dire ça sur la place publique, tu peux dire, bon, parce que mon mari, depuis 4 ans, ne bande plus, je vais divorcer d'avec lui. Ce n'est pas possible. Il y a des réalités que nous ne pouvons pas évoquer sur le terrain, parce que c'est question de mœurs. Tu ne peux pas aller dire, mon mari ne bande plus, je vais le quitter. Donc, aujourd'hui, en dépénalisant, on donne la possibilité à cette femme-là, qui depuis 4 ans a envie de faire l'amour, mais à cause du respect qu'il a pour son mari, elle ne peut pas aller dehors. Donc là aussi, c'est la pompe. Parce que cette femme-là, elle sera agneuse dans le foyer. De constater qu'elle a envie de faire l'amour avec son homme. Donc il faut dépénaliser. Oui, il faut dépénaliser. Elle a envie de faire l'amour avec son homme, mais elle ne peut rien faire. Il faut dépénaliser. Il faut dépénaliser, permettre à la femme de jouir de ses droits. Qui n'a pas envie d'être... C'est un besoin physiologique. Et quand une femme a envie de faire l'amour, que vous ne lui donnez pas ce plaisir-là, elle devient hargneuse, elle se retourne contre tout le monde. Non, mais ça, ce n'est que cas parmi tant d'autres que vous évoquez. Justement, c'est l'un des cas les plus importants. Vous imaginez, il y a des hommes qui voyagent pendant 5 ans, 6 ans, qui font la Java en Europe et qui laissent la femme ici. Et puis la femme, elle a envie de se faire plaisir. Moi, je ne condamne pas les femmes. Quitter une femme, laisser une femme pour 6 ans, elle lui dit de ne pas avoir des envies. Vous encouragez l'infidélité. Ce n'est pas l'infidélité. Voilà, j'ai dit, maintenant, quand ça arrive comme ça, dans la possibilité aux gens de se... Écoutez, quand vous voyagez 6 ans, vous pensez que votre femme va vous rester fidèle pendant 6 ans, vous attendre, elle n'est pas enfant de cœur. On va évoluer dans ce débat. Maître Alain Ronla, est-ce que les vannes seront
ouverte avec ce... Le risque est grand, parce qu'à force de vouloir tout moderniser, donc tout dépénaliser, bientôt le vol sera légalisé, encore qu'il est déjà dans les hautes sphères. C'est une question de protection de la famille. Si vous n'êtes pas légalement marié, vous ne risquez jamais d'être poursuivi pour adultère. Donc c'est d'abord le mariage, la condition préalable, et le devoir de fidélité qui accompagne ce mariage, qui est sanctionné par le divorce au tort ou par les poursuites pénales en cas d'adultère, je vous ai dit, pour la préservation de la famille et de la vérité biologique. De la même manière que l'obligation de fourniture d'assistance dans le couple et dans la famille. Autrement dit, par exemple, le fait de donner la pension, la popote pour le ménage est une obligation qui peut être aussi sanctionnée pénalement, surtout lorsque le couple est sans. Je veux dire par là que si un couple séparé, à la charge de l'un, il y a une pension alimentaire qui n'est pas versée, c'est un délit qui peut être poursuivi, voyez-vous, pour contraindre les uns et les autres à remplir leurs obligations naturelles. Alors, si on doit compter sur leurs responsabilités, et moi je pense qu'on peut compter sur la responsabilité des uns et des autres, il n'y a rien à craindre de l'arsenal répressif. Donc, on peut garder les choses en l'état pour donner un signal fort, c'est-à-dire, sommes-nous une société permissive? Sommes-nous une société conservatrice qui prend les précautions? Parce que la loi, c'est pour prévenir, c'est pas forcément pour sanctionner. On dit non, nous au Bénin, on tient comme fondamental la fidélité, l'intégrité, plus particulièrement de la femme, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est mère et qu'elle est la seule, comme disait Moïse, à pouvoir attribuer la paternité à l'un ou à l'autre. Donc, je crois que ce débat doit être approfondi et doit être mené sans démagogie ni suivisme. Les mœurs au Bénin, qui ne sont pas forcément mauvaises, n'ont rien à voir avec les mœurs en France ou ailleurs. Je vous dis que c'est des sociétés très évoluées. Mais moi, je préfère rester primitif et sauvegarder un certain nombre d'acquis plutôt que de rentrer dans une démagogie mal copiée comme dans beaucoup de domaines et passer à côté de l'essentiel de notre société. Il y a des pays qui sont sous influence religieuse. Nous avons beaucoup de religieux au Bénin et je ne sache pas qu'il y ait des religions qui encouragent l'adultère, encore moins les traditions, puisque là, la foudre frappe toujours. Donc, nous invitons aussi bien les animateurs du pouvoir exécutif que nos honorables députés à réfléchir de manière absolue mais pertinente et qu'on ne soit pas tout simplement dans la démagogie ou dans le fait de vouloir créer un précédent. Mais la réponse au rappel à la constitution de la Cour n'est pas dans la dépénalisation, on n'est pas forcément dans la dépénalisation. Alors, selon vous, quelles pourraient être les conséquences si on en arrivait là? Écoutez, ce serait une manière de dire allons-y. Pour utiliser une expression vulgaire, y va. Il n'y a plus de risque. Entendons-nous très bien, si on s'est mis d'accord pour se marier et qu'on est d'accord pour entretenir ce genre de rapport dans le couple, mais il ne faudrait pas que la société fasse les frais de cette libéralisation, voyez-vous. Moi, je crois que dépénaliser ne répond pas à un objectif précis de maintien donc, de l'équilibre familial et ne diminue en rien l'égalité des sexes, ni la liberté ou la démocratie sexuelle, puisque si vous ne voulez pas être dans les chaînes, ne vous mariez pas. Ce n'est pas un péché, on n'oblige personne à se marier. Mais si vous vous mariez, pensez en même temps qu'à vos droits, à vos obligations. C'est le fait de dire oui à un homme. Bon, l'inverse est aussi vrai, mais bon, vous savez, les hommes peuvent entretenir plusieurs foyers sous certains régimes, je crois. Donc, c'est de dire, voilà, je dois fidélité et il ne doit pas y avoir crainte à ce que, lorsqu'on est pris, on soit sanctionné, y compris pénalement. Je crois qu'il vaut mieux ne pas extrapoler. Alphonse Maurice Saudet. Vous savez, moi, j'ai suivi un peu le développement du maître, mais je dis, vous êtes un conservateur, c'est normal. Mais je dis, il y a des choses qu'il faut commencer par comprendre. Vous ne pouvez pas... Vous savez, quand on parle d'adultère, au Bénin, on voit plus la femme. Mais les hommes, écoutez, entre nous, quand vous prenez 10 hommes,
vous avez au moins 6 qui ont des maîtresses dehors, qui se donnent le plaisir comme ils veulent tout le temps. Mais personne, dans la sociologie béninoise, ça n'étonne pas quelqu'un quand on dit, bon, écoute, X, Y, Tantampion a une maîtresse. Et quand on dit mademoiselle Y ou bien madame X a un amant, ça pose problème. Je dis, le problème c'est quoi? Il faut d'abord voir quelles sont les causes fondamentales de l'adultère. Qu'est-ce qui amène un homme à commettre l'adultère? Qu'est-ce qui peut amener une femme à commettre l'adultère? Il ne faut pas rester dans le couple pour dire, nous allons conserver une certaine harmonie de façade. Moi, j'appelle ça harmonie de façade. Parce que c'est très important. Moi j'ai essayé d'écouter certaines personnes. Ils disent, écoute, je suis avec mon mari, plus rien ne va. On fait chambre à part. Mais on se dit chaque fois, écoute, pour conserver la famille, il faut rester ensemble. Non. Moi, je crois qu'en dépénalisant, on permet à chacun de prendre ses responsabilités. On permet à chacun de s'épanouir. Parce que et l'homme et la femme, ils ont besoin de s'épanouir. Maintenant, les conservateurs, les religieux vont monter au créneau. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, que ça n'étonne personne dans la sociologie béninoise qu'un homme puisse entretenir une multitude de maîtresses dehors, mais pour la femme, ça choque tout de suite. Faut-il aller vers une loi qui est en contradiction avec nos réalités sociologiques? Vous savez, moi, je ne sais pas contraire. J'ai parcouru un certain nombre de villages du Bénin où j'ai vu le mari ne donne pas l'argent de popote, mais il sait avec qui sa femme couche pour avoir l'argent de popote et il vient manger. Ça ne le gêne pas. Il n'a jamais dénoncé ça. Pourtant, tout le monde connaît ça dans le village. Il préfère garder sa femme pour ça. Donc, je dis, il y a déjà au niveau des pratiques sociales un certain dérive qu'on remarque. Déjà, il y en a plein même dans les villages. Aujourd'hui, l'homme peut faire ce qu'il veut, mais la femme, non. Parce que la femme est minée et si elle va dehors... Ce sont nos traditions. D'accord, ce sont nos traditions. Faut-il se doter d'une loi qui va à l'encontre de cette tradition, quitte à se faire frapper par ces foudres de la tradition? Je dis, il faut désormais qu'on cesse de mettre la femme dans une position inférieure. C'est pas possible. Parce que des gens en profitent et utilisent cela à vol ou non. Je dis, en dépénalisant, moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Désormais, l'homme saura que s'il n'assume pas ses responsabilités, la femme peut aller voir dehors. Parce que je vous ai donné un exemple, que tu vis avec un homme qui depuis 4 ans, 5 ans, c'est monsieur... Il n'allait pas consommer son mariage. Il n'allait pas consommer son mariage. Et tu dis, je reste avec lui, je l'aime. Tu le feras jusqu'à quand? C'est pas possible. Donc je dis, moi je ne crains pas la dépénalisation, mais j'attends d'abord que le débat se fasse, qu'au niveau des religieux, parce qu'ils vont vous parler de exode, tu ne commettras point d'adultère. On va dire désormais, si on dépénalise l'adultère, autant ne plus célébrer les mariages dans l'église. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se marient, qui se rendent compte après, et 2 ans, 3 ans après, que, ben, écoutez, ils ont fait le mauvais choix. Et pour ne pas aller au divorce, on dit, on est ensemble, mais chacun prend son chemin. Donc je dis, il y a un certain nombre de terrains à déblayer avant d'aller à cette dépénalisation-là. Si on ne déblaye pas le terrain, certains vont en profiter. Vous savez, il y a des esprits tordus qui disent, maintenant que c'est dépénalisé, je peux aller dehors quand je veux. Donc il faut régler un certain nombre de préalables. Il faut étudier les causes de l'adultère. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si on dépénalise, il y a des gens qui seront contents, il y a des gens qui seront malheureux. Peut-être les enfants, au niveau de la famille, seront très malheureux parce que désormais, papa peut faire ce qu'il veut. Alors, il y a une autre proposition, elle vient cette fois-ci des députés, de certains députés qui étaient la semaine dernière en séminaire parlementaire d'imprégnation, c'était à Dassa, sur le projet de loi portant modification du code pénal. Il s'agit de l'introduction d'un mandat de perquisition dans notre code pénal. En effet, l'affaire de perquisition au domicile du maire révoqué de la ville de Cotonou, Léali Soglo, avait permis de rappeler à l'opinion nationale que ce mandat n'existe pas dans notre droit positif. Alors, votre réaction, monsieur l'avocat? D'abord, je suis surpris que ce soit dans le code pénal qu'on veuille introduire ce mandat, puisque c'est une question de procédure. Donc, il vaut mieux songer à aller toiletter le code de procédure pénale qui fait défaut en la matière et d'autres matières, genre le pouvoir de détention ou la possibilité de mandat de dépôt laissé entre les mains du procureur de la République. Je crois que c'est plus fondamental. Maintenant, le mandat, qu'est-ce qu'un bout de papier peut venir ajouter?
à la pertinence ou non des perquisitions. Est-ce qu'il faut que ce soit le procureur qui délivre mandat de perquisition? Est-ce qu'il faut que ce soit un juge d'instruction? Est-ce que ça ne nous éviterait pas, par exemple, la scène à laquelle on a assisté la dernière fois au domicile du maire? Je pense qu'il y a eu de la confusion qui a été semée dans l'esprit des gens. Peut-être que cette confusion existe aussi dans la tête de la plupart de ceux qui ont parlé, j'en doute, puisque parmi eux, je compte un éminent professeur qui a commencé à m'initier au droit. Bon, peut-être qu'ils étaient dans une posture d'avocat, c'est-à-dire donc de stratégie, plutôt que dans une lecture juridique, puisque nous n'avons pas besoin d'un mandat écrit pour aller vers les perquisitions. Et si la loi exige un mandat écrit, ben, celui qui instruit pour qu'il y ait perquisition, il lui suffit de signer un préimprimé. Donc, ça ne change pas fondamentalement les choses. Et pour être honnête, quand on veut perquisitionner, il ne faut pas perdre du temps. Quand l'officier de police judiciaire apprend que l'arme d'un crime est cachée quelque part, s'il lui faut faire tout un salam-alek pour aller surprendre l'arme, la perquisition serait vidée de son sens. C'est la procédure pénale, c'est la surprise, la contrainte qui rendent ces mesures efficaces. Donc, c'est un faux problème que d'exiger un mandat écrit, à moins qu'on songe plutôt à supprimer de la télévision les séries américaines où on demande mandat de perquisition, mandat de ceci, mandat de cela. Non, l'essentiel, c'est que les choses se fassent conformément aux principes de procédure pénale, et nous sommes tous saufs. Hein. Perquisition, c'est pas forcément méchant, sauf quand on a des choses à se reprocher, ou quand les autorités en abusent pour faire intrusion dans vos domiciles, etc., etc. C'est plutôt le genre de choses qu'il faut encadrer. Moïse Soulé. Moi, je crois, je suis d'accord avec le maître. Dès qu'il y aura un mandat écrit, il y a possibilité de dissimulation de preuves. Le temps qu'on ne fasse toute la procédure, qui va signer le mandat, le procureur, peut-être l'élément qu'on va aller récupérer en organisant la perquisition, on va cacher l'élément. Je dis, pour ce que je sais, qui dit perquisition dit surprise. Vous êtes chez vous, on débarque, on dit, écoute, on veut perquisitionner votre maison. La dernière fois, il n'y avait pas eu moins de surprises. Non, pardon. La dernière fois, au domicile du maire de Cotonou, il n'y avait pas eu moins de surprises. C'est parce qu'il y a fuite. C'est parce qu'il y a fuite que les gens se sont mobilisés là-bas. Sinon, écoutez, quand on vient chez vous pour perquisitionner votre maison, si vous ne vous reprochez rien, le maître est témoin, vous laissez les gens faire. Mais si vous avez des choses à vous cacher, forcément, vous allez vous opposer à cela. Je dis, moi, je crois qu'il faut maintenir les choses dans l'État. C'est vrai qu'il y a eu de l'abus. Il y a des gens qui exagèrent dans les perquisitions. Sinon, dès qu'on va introduire un mandat, pour dire qu'il faut signer, ça peut faire 2 jours, ça peut faire 3 jours. Oui, permettez-moi, Issoudé, ça peut même être pré-imprimé, pré-signé à disposition de l'OPJ. Donc, ce n'est pas une question de forme, ce n'est pas une question de papier. Voyez-vous, quand on dit mandat, le mandat, c'est un papier déjà établi, on signe, voyez-vous. Et parfois, ça peut prendre le temps. Oui, mais pour éviter que ça prenne du temps, le procureur ou l'autorité constituée peut signer d'avance et on régularise. Pour dire qu'il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Ce qui se passe aujourd'hui, bon, on est obligé de partir de cet exemple inutilement spectaculaire pour gloser sur le sujet. Sinon, tous les jours, il y a des perquisitions. Alors, est-ce que ça ne va pas éviter de ces gens de... Parce que la dernière fois, il y a eu des suspicions. Au départ, on nous avait annoncé qu'ils étaient partis pour arrêter le maire. Après, c'est devenu une perquisition. Mais s'il y avait eu un mandat, le mandat aurait été clair. Si ça avait été une perquisition ou un mandat d'arrêt ou un mandat de même dépôt. pour arrêter, on n'a pas besoin de mandat. Pour interpeller quelqu'un, on n'a pas besoin de mandat. Imaginez, c'est-à-dire que la loi dispose de manière générale. Écoutez, vous voyez un voleur en train d'escalader par effraction le mur. Là, c'est le flagrant délit. Attendez, soyez patient, soyez patient. Écoutez, vous dites, bon, écoute, voleur, attends, je vais chercher le mandat d'arrêt pour venir t'interpeller. Non, pas du tout. L'ordre d'interpellation peut être verbal, et c'est dans cette verbalité que il y a l'efficacité. Maintenant, nous n'allons pas nous fier sur le spectacle donné de part et d'autre pour réfléchir sur les instruments que nous avons. Moi, je crois que les policiers se sont déplacés au domicile du maire, présumé coupable de quelque chose, pour des raisons totalement différentes que la perquisition avancée. Mais vous avez le premier magistrat effectif, je veux parler de mon ami et frère garde des Sceaux,
qui dit que c'était pour une perquisition. Moi, je trouve qu'il n'est pas obligé de se justifier ni de s'expliquer sur la question. La question qui se pose, est-ce qu'il faut un mandat pour perquisitionner en l'état actuel de notre procédure? Non. Est-ce qu'il faut un mandat écrit pour interpeller? Non. Maintenant, tout est dans la modération de l'utilisation de ces instruments, et je ne crois pas que les spectacles donnés nous obligent à aller vers une législation plus formelle ou autre. Ce qui est important, et ça je le dis à l'attention de nos parlementaires, ce qu'il est important et primordial de régler dans le code de procédure pénale et pas dans le code pénal, c'est le mandat de dépôt laissé entre les mains du procureur de la République qui devient de fait juge et partie. Ce qui a réformé dans le code pénal, l'adultère, c'est bien parce que ça, c'est un phénomène de société, mais notre code pénal est déficient et défaillant sur bon nombre d'infractions modernes et courantes, comme les conflits d'intérêts, comme les prises illégales d'intérêts, comme les abus de biens sociaux, etc. Donc les infractions économiques plus préjudiciables, voyez-vous. Et je crois que c'est vers des sujets comme ça qu'il faut orienter la réflexion, plutôt que sur des sujets de société qui sont déjà plus ou moins réglés, parce que une femme ou un homme dans une bonne famille sait ce qu'il a à faire ou ce qu'elle n'a pas à faire. S'ils n'ont pas poussé la réflexion dans ce sens, certainement que ça a été déjà réglé par le nouveau code qui vient, certainement. Ils ont découvert le test. Non, mais lisez bien, il y a encore beaucoup de choses. moi, je crois qu'on ne doit pas partir de certain nombre d'erreurs. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est du spectacle. On ne peut pas partir de ces erreurs, de ces mauvaises interprétations pour pouvoir légiférer. J'ai dit non, il vaut mieux éviter, parce qu'il y a des gens qui sont perquisitionnés tous les jours, il y a des maisons dans lesquelles on descend tous les jours, il y a des ghettos dans lesquels on descend tous les jours, pourtant il n'y a pas de spectacle. Donc je dis, c'est peut-être le côté politique qui s'est ajouté à ce qui devait être fait. La preuve, le commissaire qui a été limogé, on lui a dit, il a fait preuve de légèreté. Ça veut dire quoi? C'est tellement que dès qu'on lui a donné l'ordre de procéder à la perquisition, il n'a pas été prompt, il n'a pas réagi aussitôt. Bon, on peut interpréter ça de plusieurs façons. Donc on ne peut pas partir d'un certain nombre d'erreurs pour légiférer. Là n'est pas la réalité. Et je crois que le maître a évoqué un certain nombre de sujets sur lesquels on doit légiférer. Il faut tenir compte de ce qui se passe. Ça, c'est un épiphénomène. J'appelle ça épiphénomène. Mais il y a d'autres réalités plus importantes dans le code qu'on doit corriger. Sinon, il y a des Béninois qui vont se lever un matin et qui vont constater qu'ils n'ont plus rien. Ils seront dépouillés de tout. Donc il va falloir régler ça. Alors, il n'y a pas que le code pénal qu'on s'apprête à modifier, il y a également le statut de la magistrature. À ce niveau, Maître Ronla, certains députés proposent, tel que prévu dans le texte révisé, que le statut de la magistrature soit une occasion, la révision de ce statut, soit une occasion pour améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats. Selon eux, c'est le gage d'une lutte efficace contre la corruption. Oui, bien sûr, aucune réforme ne va chercher l'exposé de ces motifs dans l'aggravation des conditions. Une façon pour eux de dire que notre milieu, le milieu des magistrats est un milieu pourri. Je ne sais pas ce que veulent dire exactement les gens, mais ce qui est certain, quand on veut réformer, c'est pour améliorer et ce n'est pas pour faire reculer ou aggraver. Mais la question là-dessus, c'est qui veut réformer, à quel moment et à quelles conditions? Moi qui suis dans la maison et qui n'ai pas ma langue dans la poche, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Je ne voudrais pas me mettre à dos mes partenaires magistrats, mais mon observation, c'est que l'exécutif actuel ne fait rien de rassurant à mes yeux pour qu'on fasse confiance à une réforme qui peut être amorcée aujourd'hui. La deuxième chose, moi je crois qu'il faut aller effectivement vers des états généraux. La preuve, c'est qu'on est à couteau tiré. Il y a le syndicat de la magistrature qui n'arrête pas de tirer. Son président n'arrête pas de critiquer. Donc nous soupçonnons le gouvernement actuel de velléité anticonstitutionnelle, anti beaucoup de choses. Ça s'appelle donc la légitimité pour proposer
une réforme. Ensuite, la deuxième chose, cette réforme, c'est les états généraux. Il faut que les magistrats soient consultés et qu'ils puissent s'exprimer librement, d'accord, qu'on débatte du sujet. Les magistrats, les avocats, nous sommes tous concernés. Parce que ce n'est pas que l'affaire des magistrats, et qu'on fasse des propositions dans une orientation déterminée, on le sait. Les conditions de vie, c'est quoi? Est-ce que c'est la rémunération? Sous le président Yahya Boni, il y a eu amélioration des conditions de rémunération. Mais est-ce que l'environnement est pollué? Oui, le Bénin est un pays de corruption. Et ce n'est pas dans le milieu judiciaire qui n'est qu'un échantillon de la société béninoise. Le Bénin est corrompu de la base au sommet. C'est un pays de corruption, je suis désolé. Et pourquoi? Bon, parce qu'il n'y a pas de garde-fou. Donc, vous pouvez augmenter les revenus des magistrats, ça n'évitera pas la question. Ce n'est pas le magistrat qui va vers le justiciable pour demander quelque chose, c'est le justiciable qui vient proposer, généralement, de ce que je sais. Et ce n'est pas les justiciables ordinaires. La corruption, c'est aussi le fait du presse, c'est aussi le fait de ceux qui exercent une influence sur la carrière des magistrats. Donc, ce sujet doit être débattu de fond en comble. De fond en comble, et nous allons choisir l'orientation que nous voulons donner à notre justice. La question aujourd'hui, c'est de savoir les liens entre la justice et l'exécutif, s'ils doivent être maintenus, s'ils doivent être rompus. C'est la question de la hiérarchie pesante du garde des Sceaux sur, par exemple, le parquet, qui peut être ou non indépendant. Moi, je n'ai pas arrêté la réflexion, mais on doit pouvoir en débattre, comparer avec ce qui se passe dans tous les pays, la France, les États-Unis, le Canada, et revoir complètement. Ce n'est pas dans une réformette, dans un contexte fortement politisé. Vous estimez que c'est une réformette? On ne peut pas réformer dans la ruse et la rage. On ne peut pas. Bon, on ne peut pas introduire cette réforme-là en mettant de côté les magistrats. Ce n'est pas possible. Ils sont les premiers concernés, on devrait les associer, on devrait faire... Juste là, c'est toujours un processus. Non, on doit faire... Écoutez, on sait comment ça va se passer. On doit faire les états généraux et partir des conclusions des états généraux pour introduire des réformes. Mais j'ai une inquiétude, Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir interdire aux magistrats le droit de grève? Parce que depuis un certain temps, le débat, on en parle tout le temps, surtout avec les interventions de Michel Adjaka, qui est le président de l'UNAMAP. Est-ce que ce n'est pas une façon... Est-ce qu'on ne veut pas cautionner cela? Parce que, qui vous rappelle qu'avec les douaniers, c'était pareil, ça avait commencé. Et puis, puisqu'on avait la majorité à l'Assemblée nationale, de façon subtile, on a introduit cela, on a privé les douaniers de droit de grève. Et je crains qu'au niveau de cette réforme-là, qu'on aille, parce que c'est vrai qu'il faut améliorer les conditions. Moi, je dis, nous dire qu'on veut améliorer les conditions, c'est de la poudre qu'on nous jette aux yeux. Mais est-ce qu'en sous-main, il n'y a pas d'autres objectifs? Et je crains que cela n'arrive, qu'on interdise aux magistrats d'aller en grève, parce que vous savez que quand ces messieurs-là vont en grève, ce que ça entraîne. Donc, il va falloir clairement, parce que je dis, les réformes, il faut les entreprendre, d'accord, mais vous devez associer les concernés. Les concernés d'abord, parce que ça les concerne. Donc, c'est à eux de dire, ça, voilà ce que nous voulons. Vous les écoutez avant d'introduire la réforme. Si vous ne les introduisez pas et que vous forcez la porte, ça pourrait entraîner d'autres désagréments. Donc, je voudrais qu'on ne fasse pas les choses dans la ruse et avec la rage. Sinon, on va dire, écoutez, on est venu nous priver de nos libertés, les libertés chèrement acquises depuis la conférence nationale de 90. Décidément, la ruse et la rage, c'est devenu l'expression la mieux partagée. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Maître Alain Orumla, avocat au barreau de Cotonou. Alphonse Moïse Soudé, journaliste à la rédaction de Radio Soleil FM au Bénin. Merci d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était le tout dernier pour le compte de cette semaine. Retrouvez Joël Yetondi dès lundi pour la suite de cette aventure. Jusque-là, prenez soin de vous et à très bientôt sur Sika.